Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, soyez les bienvenus. Si vous nous suivez sur le site de la République des Pyrénées.fr ou de Sud-Ouest, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle série de conférences et conférences de l'économie en parallèle du supplément Éco paru il y a quelques heures à peine en format papier ou en format digital par les trois titres, les trois quotidiens du Béarn, la République, l'Éclair et Sud-Ouest. Nous sommes ici à Lac. L'aventure industrielle du bassin de Lac, elle a commencé en octobre 1949. La Société nationale des pétroles d'Aquitaine entama alors le forage de Lac 1 et fit jaillir pour la première fois le pétrole. Fort de cette découverte, d'autres forages furent entrepris et révélèrent qu'une importante couche de gaz se trouvait à plus de 3500 mètres de profondeur. Le 19 décembre 1951, il y a 71 ans, maintenant pratiquement jour pour jour, le gaz fusa à plus de 25 mètres au-dessus du sol et donna naissance à deux autres puits fin 1953. Au final, 32 puits s'affairèrent productifs, puis il fut décidé d'implanter un complexe industriel avant de lancer l'exploitation en 1957. Le bassin de Lac devint alors le Texas béarnais, bouleversa profondément le paysage en Béarn qui vivait essentiellement alors d'agriculture. De nos jours, ce bassin industriel qui au fil des années s'est spécialisé dans la chimie fine, cosmétique, pharmaceutique, s'est tourné vers la chimie verte avec l'implantation d'usines de bioéthanol dès 2007, se positionne comme étant à la pointe du défi énergétique qui nous touche aujourd'hui. Nous sommes au cœur de ce bassin, à Lac même, dans la salle de l'Agora, tout nouvellement inaugurée par la municipalité en 2021. Je vais demander au maire de Lac de me rejoindre d'ailleurs pour ouvrir cette conférence parce qu'il nous reçoit ici sur ce plateau que nous avons monté au cœur de cette salle. Cher Didier Rey, je vous en prie, prenez ce micro. Je rappelais cette histoire pour finalement dire que cette conférence, ce cycle de conférences sur la transition énergétique, sur les enjeux liés aux nouvelles énergies, finalement se trouvait tout naturellement ici, sur ce territoire qui a un lien si fort avec l'énergie. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et c'est évidemment ce que j'ai envie de dire. Et je remercie chaleureusement les organisateurs, les trois quotidiens locaux, d'avoir choisi cette salle. Et c'est vrai qu'il y a un côté symbolique. C'est vrai que toute cette histoire d'économie qui a commencé à Lac dans les années 50 se poursuit. Je pense qu'il en sera débattu tout au long de la soirée. C'est une véritable aventure et l'aventure est d'autant plus belle qu'elle continue. Merci d'avoir pensé à Lac parce que c'était l'endroit idéal. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que nous sommes ravis de vous accueillir dans cette salle qui est toute neuve, qui sert relativement souvent, parce qu'on a essayé qu'elle soit adaptée à l'organisation de manifestations diverses. Bon, comme nous, tout n'est jamais parfait, c'est vrai qu'aujourd'hui il fait un petit peu froid. Donc On est dans le thème de la sobriété énergétique. Écoutez. Alors voilà, alors c'est peut-être ça la raison, mais en réalité ce n'est pas ça. Je pense qu'il faudra qu'on se règle un petit peu et que pour les prochaines manifestations, on vienne tourner le bouton un peu plus tôt, de façon à ce que cette salle s'imprègne de la température idéale. Et puis comme je le dis souvent, je crois qu'il ne faut pas hésiter à dire que bon, c'est vrai que nous avons des infrastructures, c'est vrai que nous avons des moyens, que ce soit au niveau de notre commune. Je ne parlerai pas au nom de la communauté de communes, mais bon, peut-être également aussi. Et que toutes ces infrastructures et ces installations, eh bien, on les doit à l'industrie, oui. On les doit à toute l'économie qui est là depuis des décennies. Et il faut savoir le dire. Alors ce n'est pas sans problème, mais moi je tiens à le souligner et je tiens à dire qu'en tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons toujours été derrière l'économie, toujours l'industrie. Nous avons fait toujours ce qui était à notre mesure du possible pour que tout se passe bien. Je crois que nous sommes comblés aujourd'hui et l'avenir, je pense, économique est assuré pour quelques années. Mais je crois qu'il faut dire aussi que le combat n'est pas gagné. Il faut se battre tous les jours et il ne faudra pas se satisfaire de ce qui est acquis. Il faudra continuer pour pouvoir conserver tout ça sur l'avenir. On va en débattre dans quelques instants. On va vous applaudir. Merci Didier Rey pour ces propos introductifs. Romain Belli, vous dirigez la rédaction du journal Sud-Ouest. Je présenterai Ambre dans quelques instants parce que ce sont les deux rédactions de Pyrénées Presse et de Sud-Ouest qui ont organisé ces deux tables rondes que vous pouvez suivre sur le site internet à deux moments distincts évidemment, qui vont regrouper des acteurs importants dans le domaine de l'énergie d'aujourd'hui et celle de demain. Un mot introductif pour expliquer que ces webconférences de l'économie sont en lien direct avec ce supplément éco dont je parlais il y a quelques instants. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous, merci d'être là, merci à Ambre de m'accompagner. Effectivement, c'est des conférences qui viennent soutenir un supplément de 40 pages qui est sorti dans l'édition du 6 décembre de nos journaux respectifs, donc Sud-Ouest et la République des Pyrénées.
Alors ce Pyrénées Eco, Eric, je crois qu'il est plus vieux que moi, hein. Je pense que je n'étais pas né quand il a commencé. C'est un vrai rendez-vous pour l'économie de ce territoire. C'est un rendez-vous pour les industriels, pour les élus locaux, pour prendre un petit peu le pouls de ce qui se passe sur le terrain du Béarn. Mais alors aujourd'hui, il était encore plus indispensable, je pense, puisqu'on a tous compris qu'on vivait une période agitée. On traverse une crise économique, environnementale, énergétique. Il y a plein d'adjectifs, je pense qu'on peut jouer dans la salle, on va tous en trouver. Seulement, sur ce terrain, en Béarn, il se passe quelque chose de magique. C'est comme si on avait un petit cocon. J'ai l'impression, en lisant mon journal, que je ne suis pas seul à fabriquer, que toutes les semaines, on a une annonce positive. Toutes les semaines, je découvre une molécule que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, et qui vient amener des millions et des emplois sur le bassin de Lac, tant à Maurin, à Abydos, à Lac. Donc, en fait, voilà, il y a plein de bonnes nouvelles, dans un contexte tout à fait nébuleux. Alors je pense que c'était indispensable de, une nouvelle fois, se réunir et pour en discuter. Alors nous allons le faire en deux parties, je le disais, avant une discussion dédiée à la transition énergétique à horizon 2030, une transition plus large que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site donc, de la République et de Sud-Ouest. Une première rencontre va porter sur une question relativement simple. Quelle souveraineté énergétique pour le Béarn? La question est simple en tout cas à poser. La réponse, elle va être intéressante à obtenir de la part des intervenants qui sont autour de cette table. Patrice Laurent est le président de la communauté des communes de Lac-Orthez. Prenez le micro dans un premier temps, Monsieur le Président. On a parlé de Lac, qui fait partie évidemment de la grande famille de la communauté de communes de Lac-Orthez. Parmi les 61 communes au total, ça fait combien de population? On a 55 000, d'abord bonjour à toutes et à tous, hein. On a 55 000 habitants sur notre territoire, sur 61 communes. C'est la troisième plus grande intercommunalité des Pyrénées-Atlantiques, après les communautés évidemment d'agglomération du Pays Basque, de Pau-Béarn-Pyrénées. Et vous revendiquez, vous allez en parler tout à l'heure, très clairement de se tourner résolument vers l'avenir, évidemment votre passé industriel que je rappelais tout à l'heure en grande ligne, mais surtout de vous tourner vers l'avenir et d'être un acteur, j'allais dire, incontournable lorsqu'on parle de transition énergétique. Oui, alors d'abord, vous avez parlé du passé et je salue l'intervention de Didier Rey, cette formidable aventure industrielle qui s'est faite autour des énergies fossiles, du gaz à Lac, et qui a participé de manière massive à l'indépendance énergétique de la France à la fin des années 50. Aujourd'hui, l'ambition de notre territoire, c'est d'être au rendez-vous de cette indépendance énergétique, mais au travers d'énergies renouvelables et d'une industrie plus vertueuse dans tous les sens du terme. Du terme, et vous allez nous en dire plus tout à l'heure. Serge Bordenave, à l'autre bout de cette scène, est le directeur territorial de Territoire d'énergie 64, alors qu'on connaît pour beaucoup son nom de ce départ. C'est un acteur majeur de l'aménagement du territoire. Territoire d'énergie Pyrénées-Atlantiques, ça rassemble 546 communes. Je dis ça parce qu'on va jongler d'ailleurs dans les tailles et dans les analyses au travers de vos présences. Donc là, on passe à 546 communes avec un rôle que vous résumeriez de quelle façon? Parce que pour essayer de bien comprendre ce qui se passe, on va essayer de bien identifier la position de chaque acteur également au cours des deux tables rondes que nous aurons. Alors, le territoire d'énergie Pyrénées-Atlantiques, comme vous l'avez dit, a une dimension départementale et regroupe, je dirais, l'ensemble des acteurs publics du département autour des problématiques énergétiques. Il les fédère et il agit avec eux et pour eux. Je dirais que c'est la définition la plus simple qu'on pourrait trouver dans ce domaine-là. Le territoire d'énergie est surtout propriétaire du réseau de distribution électrique du département, d'une part non négligeable du réseau de gaz également du département. Et puisqu'on va beaucoup parler d'énergie renouvelable au cours de cet après-midi, il faut très clairement identifier qu'il n'y a pas d'énergie renouvelable sans réseau de distribution pour capter ces énergies, tout ceci faisant un ensemble aggloméré et incontournable. On va en parler dans quelques instants. Vous le disiez, vous êtes propriétaire de plus de 1000 km de réseau. 1000 mètres, ça serait trop peu. 1000 km de réseau de gaz géré par GRDF et d'autres opérateurs en gaz propane. GRDF, justement, représenté par Frédéric Soulier, directeur territorial Landes et Pyrénées-Atlantiques, principal fournisseur de gaz naturel en France. Vous avez pris vos fonctions cette année, tout récemment, le 1er janvier 2022, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, j'ai retrouvé votre lettre de mission.
Alors, dans votre aide de mission, il y a écrit très clairement, le nouveau directeur a notamment pour mission d'accompagner les collectivités vers la neutralité carbone au travers de leurs choix en matière de politique énergétique et de mobilité durable. Sa priorité sera de contribuer à l'essor du gaz vert et de soutenir le développement d'une mobilité plus propre avec le bio-GNV, gaz naturel véhicule, on en parlera. C'était votre feuille de route, c'était au début janvier. Elle est plus que jamais d'actualité, cette feuille de route. Il y a même urgence à la mettre en place. Il y a urgence à la mettre en place, mais elle est en route et le gaz vert est en route, oui. Avec un territoire qui représente, encore une fois, au niveau des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, 212 communes pour vous. Oui. 219 000 clients. J'arrête là les chiffres. Oui. Vous nous direz tout, vous répondrez tout à l'heure aux questions de Ambre et de Romain sur, en effet, cette énergie du futur. Et enfin, Jean-Paul Riquet, directeur régional Nouvelle-Aquitaine de Total Énergie. Évidemment, c'est rien de dire que l'ADN de Total, ici sur ce territoire, est intimement lié avec celui-ci. Pourtant, aujourd'hui, c'est à l'échelon évidemment mondial que le groupe se tourne vers les défis du changement climatique, avec en marque évidemment forte de cette transformation, le fait de devenir Total Énergie, un groupe multi-énergie, doté d'un objectif, dites-vous, fournir une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Cela dit, le lien avec le local, avec ce territoire, il est toujours aussi fort, Jean-Paul Riquet? Il est toujours aussi fort aujourd'hui, il sera toujours aussi fort demain. Finalement, l'axe, c'est un peu le passé, mais aussi le futur. On fait beaucoup de choses sur ce territoire. On va en parler tout à l'heure, que ce soit sur du solaire, que ce soit sur du biométhane, mais aussi toutes les actions de recherche qu'on peut mener au travers du CSTJF ou du PEARL, ou ce que l'on fait avec la communauté de communes, avec Kenpark, pour attirer de nouveaux industriels sur le bassin. Alors tout de suite, on va jouer au jeu des acronymes. Donc le CSTJF, c'est le Centre technique et scientifique Jean Fégère. Qui est toujours, on peut le dire, une forme de noyau central, de cellule centrale incontournable, y compris lorsqu'il s'agit de nouvelles énergies. C'était le cas pour l'exploration-production, mais je crois pour toutes les énergies aujourd'hui. Ça, c'est à Pau. Et le PEARL? Le PEARL, c'est le pôle d'études et de recherche de Lac. Et effectivement, le CSTJF, le Centre scientifique et technique Jean Fégère, c'est maintenant un des cœurs de la recherche et de tout ce qui est expertise sur toutes les énergies pour la compagnie, que ce soit en France ou dans le monde entier. Ambre, vous allez prendre le micro, vous êtes journaliste vidéo à la République des Pyrénées, également contributrice régulière de ce format 1 minute pour comprendre. Ambre Tarin, vous avez 1 minute pour poser la première question à l'un de ses invités. Je vous laisse ouvrir le bal. Alors, je crois qu'on va commencer avec un petit peu d'actualité. Dans ce bassin de lac, ça croule un petit peu sous les bonnes nouvelles. Je m'adresse à vous, Patrice Laurent. Élysée Énergie, Alpha Kitine, la nouvelle ligne de Toray. Il y a également, M2I qui va se lancer. Dans le supplément Pyrénées-Éco, Pierre Nergararian parlait d'une phase extraordinaire. Est-ce que vous confirmez ce côté phase extraordinaire en ce moment dans le bassin? Pierre Nergararian, qui est le président de Kenpark, un acteur incontournable ici sur ce bassin, et qui sera un invité de la 2e table ronde d'ailleurs que nous mènerons. Patrice. Vous avez oublié Carré-Mag. Pardon. Non, mais on est effectivement aujourd'hui dans une dynamique qui est assez extraordinaire, parce qu'on a pendant de longues années essayé de trouver un développement exogène sur notre territoire pour compenser les fermetures d'usines de production qu'il y a eu. Et aujourd'hui, on est à la fois sur un développement endogène et en même temps sur un développement exogène, avec des projets qui sont capitalistiques. On parle de centaines de millions d'euros sur les projets que vous évoquez, avec d'autres projets sur lesquels nous travaillons. Didier Rey a eu raison de rappeler tout à l'heure que rien n'était acquis et qu'il fallait continuer de s'investir pour notre territoire, avec un enjeu, celui d'un virage pris sur la transition énergétique et la chimie verte. Et je crois que le territoire a réussi à imprimer, d'une certaine manière, ce message-là, d'un territoire qui se veut aujourd'hui exemplaire en termes de production d'énergie renouvelable, de chimie verte, de décarbonation, puisqu'on fait de la décarbonation avec Messer autour de la production de biogaz. Voilà, on est dans un cercle vertueux qui est une chance pour notre territoire et au-delà de notre territoire pour le Béarn.
Moi, j'en discutais pas plus tard que ce matin avec Jean-Paul Riquet. Moi, j'ai arrêté les sciences en 5e. Donc, j'ai vraiment un peu de mal à suivre tout ce qui se passe, toutes ces installations. Alors, à chaque fois, je comprends tout quand je lis l'article, puis j'oublie tout après. Donc, j'espère que tout le monde ne fera pas comme moi. J'ai une petite préférence pour alpha-kétine, parce que ça sonne un peu comme alpha-kétène. Mais voilà. Le journal des bonnes nouvelles, il est aussi alimenté, et c'est aussi une transition, par Total Energy, qui connaît bien Alpha-Aquitaine. Jean-Paul Riquet, vous avez investi dans un grand méthaniseur à Mourinx, qui s'appelle BioBéarn. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, j'ai inscrit des chiffres sur ma feuille, mais encore une fois, j'ai vraiment peur de me tromper. Donc, je préfère que ce soit vous qui les disiez. Quelle est la production de ce méthaniseur et comment ce projet est né? Alors aujourd'hui, c'est 69 gigawattheures. Donc ça, c'est pour ceux qui ont suivi les cours de sciences. Merci. En gros, Il préférait le foot, Romain. Vous lisez son dernier bouquin. C'est vrai, c'est vrai. Merci. Je ne l'ai pas encore lu. Dans mais toutes les librairies, Jean-Paul. il faut me l'offrir. Ça représente la consommation de 14 000 habitants. Et puis, quand on parle d'un méthaniseur, c'est du biogaz, c'est du gaz vert. Et donc, c'est des tonnes de CO2 qui sont évitées par an. Et donc, ça représente 13 000 tonnes de CO2 évitées par année. Et finalement, on est en phase de montée en charge. Donc, on peut quasiment doubler plus que doubler la capacité de ce méthaniseur, qui est un bel objet. Alors, c'était une autre entreprise que Total au départ, ce méthaniseur. Ça s'appelait Fonroche, qui a été racheté par Total. Hein, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, en fait, qu'est-ce qui a présidé à la mise en œuvre de ce méthaniseur? Il y a plein de raisons. J'en ai retenu 3. Il y en a 3 qui me semblent essentielles. Un, c'est la stratégie de Total Energy. La stratégie de Total Energy, c'est quoi? Ça part d'un constat simple, c'est de dire qu'il faut plus d'énergie au niveau mondial, parce que la démographie, parce que le niveau de vie qui augmente dans les pays émergents. Mais c'est aussi moins d'émissions, parce qu'il faut répondre aux défis climatiques et puis et respecter les accords de Paris auxquels on souscrit. Et donc cette transition énergétique, cette stratégie, c'est devenir un acteur de la transition énergétique, engagé dans la neutralité carbone, ensemble avec la société. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, notre mix énergétique, il va se transformer. Il y aura moins d'hydrocarbures, plus d'électricité verte et des molécules décarbonées. Et dans les molécules décarbonées, il y a des molécules que l'on peut fabriquer à partir de la biomasse, et dedans, il y a le biogaz. Et donc là, il y a une vraie logique à se dire comment on met en exécution, comment on exécute ces stratégies. C'est le rachat de Fonroche en 2021, qui est un gros acteur, qui était un gros acteur de la méthanisation en France. On va continuer avec un petit peu cette évolution sur le bassin de lac. Serge Bordenave, je me tourne vers vous. Vous êtes le responsable de Territoire d'énergie, anciennement SDEPA. Vous avez vu ce bassin de lac évoluer depuis 2013 avec la fin du gaz commercial. Aujourd'hui, il y a une multiplicité d'énergie, énergie solaire, gaz vert, demain même du carburant décarboné. Quel regard vous portez sur cette évolution-là ? Alors, concernant le bassin de lac, on peut vraiment dire que le timing historique est le bon, puisque dans les années 50, on découvrait du gaz fossile. Imaginons qu'on le découvre aujourd'hui, ce gaz fossile sur le bassin de lac. Qu'en ferait-on à un moment où les politiques publiques sont ouvertement tournées vers les énergies renouvelables et fuient à grands pas les énergies fossiles? Le timing était donc le bon, avec tout simplement un bassin qui s'est développé autour de cette activité d'extraction, et aujourd'hui une mutation, comme on peut la voir au travers des équipements qui sont réalisés. Ça vient d'être évoqué, un méthaniseur conséquent, des installations photovoltaïques également portées par Total qui apparaissent sur le territoire. La notion, évidemment, de déplacement décarboné qui vient compléter le triptyque, si j'ose dire. Tout ceci va dans le sens d'une mutation énergétique. En clair, on passe d'un dispositif descendant avec une production décentralisée vers un dispositif décentralisé avec des productions locales pour desservir les usagers, quels qu'ils soient, leurs usages quotidiens, le logement, mais aussi leurs déplacements. On est véritablement dans ce qu'on appelle la transition énergétique au sens strict. Le bassin de lac en est un exemple, mais, si je peux conclure, on ne fera pas de transition énergétique sans les territoires, et la transition énergétique ne sera pas qu'industrielle, sans quoi elle ne sera pas, pour la bonne et simple raison que les énergies renouvelables se développeront sur les espaces
y compris les espaces disponibles non industriels. Il faudra pouvoir gérer le territoire dans ce cadre-là. C'est notamment le cas des PLUI et des schémas directeurs qui devront organiser cela. C'est incroyable, vous avez passé la balle au seul élu de cette tablée. Patrice Laurent, ces installations donc on a listé, on ne va pas relister, mais au-delà de la transformation industrielle d'un bassin, c'est aussi la transformation d'un bassin d'emploi. Ça crée de l'emploi. Vous avez fait la somme de tous ces emplois créés? Alors, on était à 7500 emplois industriels. On se dirige vers 8000 emplois industriels et peut-être encore davantage si les prospects sur lesquels nous travaillons vont au bout. Mais on a vraiment un volume d'emploi qui est aujourd'hui égal quasiment à celui que l'on avait au moment de l'exploitation du gisement de gaz. C'est assez miraculeux, ça montre que ça a été anticipé. Voilà, j'allais vous dire, il n'y a jamais de miracle dans la vie. Il a fallu pour cela beaucoup travailler, et ce n'est pas le travail des élus ou d'une collectivité, c'est un travail collectif à l'intérieur duquel, évidemment, il y a le GIP Chempark. Alors j'aime bien parler de Chempark parce que finalement, Chempark, c'est l'endroit où il y a les élus, les collectivités, toutes, l'Agglo de Pau, le conseil régional, le département, il y a les industriels, les salariés qui sont représentés également. Il faut rappeler juste que c'est un groupe en intérêt public, encore une fois on fait œuvre un petit peu de pédagogie, et qu'il a vu le jour en 2003. 2003, ça montre déjà l'antériorité. Et avant cela, d'ailleurs, évidemment, il y avait des vraies politiques de reconversion dès qu'il a été annoncé, la fin de l'exploitation commerciale. Vous vous rappeliez tout à l'heure l'importance. Oui, le GIP a été constitué à cette époque-là. Ce qui est important de voir, à mon sens, sur l'évolution du territoire, c'est sous la mandature de Jacques Cassiori que la communauté de communes de la Cortès a racheté des terrains. On parlait de développement autour des PLUI, mais à racheter des terrains, c'est 200 hectares de friches industrielles avec des pollutions sur ces friches industrielles, dont la collectivité a aujourd'hui la responsabilité, pour permettre les développements que vous avez évoqués, la production de photovoltaïque, l'installation du méthaniseur, demain Élise Énergie. Donc il y a une vraie volonté politique qui a été prise d'avoir une gestion de nos terres, parce que quand on a un prospect qui arrive, on est meilleur que les autres si on a déjà le foncier. C'est une évidence. Alors cela dit, on est à Lac, mais on va parler également plus largement du Béarn. On a parlé du bassin de Lac, mais on peut dire que tout le Béarn s'y met au photovoltaïque, au biogaz. Frédéric Soulier, je me tourne vers vous. Vous êtes directeur territorial Landes et Pyrénées-Atlantiques de GRDF. On a parlé tout à l'heure de gaz vert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux ce que c'est le gaz vert, en quoi ça consiste? Oui, tout à fait. Donc le gaz vert, c'est un gaz renouvelable qui est produit par dégradation de matière organique. Donc qu'est-ce que ça veut dire le principe? On va mettre des effluents d'élevage, donc du lisier, du fumier, on va mettre des résidus de culture, on va mettre des déchets agroalimentaires, des biodéchets. Voilà, donc toutes ces matières organiques, on va les mettre dans une cuve sans oxygène, 40 degrés pendant 40 jours. Et en fait, en se dégradant, elles vont produire un gaz. Et ce gaz, on va pouvoir le filtrer et récupérer uniquement la molécule qui nous intéresse, c'est la molécule du méthane, voilà, le CH4. Et le CH4, c'est ni plus ni moins que la molécule du gaz naturel. Voilà. Donc ce gaz, on va pouvoir l'injecter dans le réseau des transporteurs Terega, du distributeur GRDF, pour l'acheminer jusqu'au client, qui va pouvoir l'utiliser sans avoir à changer ni sa chaudière, ni sa gazinière, parce qu'il est complètement... tous les appareils sont compatibles à la fois au gaz vert et au gaz naturel. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce gaz vert et combien il faudrait produire pour alimenter le Béarn, par exemple? Alors, quelques chiffres sur le Béarn. Le Béarn, c'est 83 000 clients qui utilisent le gaz naturel aujourd'hui. Particuliers et entreprises. Voilà, particuliers et entreprises. C'est 2 TWh à peu près de consommation de gaz. La moitié sur le résidentiel, sur les particuliers, et l'autre moitié se sépare entre l'industriel et le tertiaire. Voilà. Donc 2 TWh. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, la fin 2022, le gaz vert couvre 8% de la consommation des Béarnais. Le gaz vert béarnais, c'est-à-dire que le gaz vert qui est produit sur notre territoire. Voilà.
c'est pas du gaz vert d'ailleurs. Donc c'est vraiment une économie circulaire et locale. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Pour mettre en perspective un petit peu ce 8%, on a beaucoup parlé de dépendance du coup énergétique, et notamment début d'année avec la guerre en Ukraine, on parlait de la dépendance au gaz russe. Le gaz russe en janvier 2022, il était de l'ordre de 17% dans notre consommation de gaz. Donc 17% de gaz russe en début d'année. Nous aujourd'hui, en fin d'année dans le Béarn, on a déjà fait la moitié du chemin pour se rendre indépendant finalement de ce gaz-là. Vous dites 8%, je crois que vous parlez d'un objectif 30% en 2030, 100% en 2050. On va vraiment y arriver? Vous y croyez ou... Alors, on y croit dur comme fer, oui, tout à fait. Il faut savoir que c'est une filière qui, il y a 4 ans, dans le Béarn, il y avait 0 méthaniseur. Oui. Donc on était sur une filière où... On était à 0,0. 0. Voilà. 4 ans, 0. Aujourd'hui, 8%. En 2025, on sera à 25%. Donc, vous voyez, il y a 4 ans, 0. Dans 3 ans, 25%. Donc, c'est-à-dire qu'en 7 ans, sur une filière de l'énergie, 7 ans, c'est rien du tout. Voilà. Quand on parle d'EPR, on parle au moment où on décide de le construire, au moment où il va produire le premier électron, on est plutôt sur une quinzaine d'années. Voilà. Donc là, en 7 ans, la filière, elle aura fait de 0 à 25%. Donc ce qui est énorme. Et l'ADEME, notamment, a fait des prospectives énergétiques pour 2050 et pour 2030 aussi. Et donc, elle a fait des études de gisement méthanisable, c'est-à-dire quelle quantité on serait capable de produire de ce gaz vert avec les terres agricoles qu'on a, avec le bétail qu'on a, canton par canton. Quand on agrège tout ça à la maille du Béarn, en 2030, du coup, on pourrait être capable d'être autonome à 2 tiers de notre consommation. Voilà. Si on pousse la filière et qu'on va chercher, du coup, ces matières premières. Voilà. 2 tiers en 2030. On entend bien le si. Si. Voilà. Et en 2050, on peut être autonome, voire même exportateur de gaz vert. Donc, renverser complètement finalement la balance, d'être un pays qui est complètement dépendant finalement sur du gaz fossile à un pays qui serait exportateur de gaz vert renouvelable produit du Made in France. Vous laisserez votre numéro de téléphone pour le Pyrénées Eco 2050. on fera le point à ce moment-là. Dans le Pyrénées Eco 2022, vous avez parlé du couplage de l'énergie, parce qu'on parle de gaz, mais ça peut servir aussi l'électricité. Alors est-ce que vous pouvez expliquer au grand public pourquoi capter du gaz et le stocker, ça peut permettre de produire de l'électricité plus tard, rapidement? Oui, alors du coup, c'est vrai que voilà, GRDF, nous, ce qu'on croit, c'est on ne croit pas à l'énergie miracle qui va sauver la planète elle toute seule. On croit à un mix énergétique équilibré, une version bon père de famille, voilà, qui ne met pas tous ses œufs dans le même panier et qui va avoir un mix de plusieurs solutions renouvelables et décarbonées. Donc bien sûr, il y aura de l'électricité ENR, bien sûr qu'il y aura de l'électricité bas carbone, il y aura de la biomasse et il y aura du gaz vert. 2 exemples de solutions. Donc, finalement, quand on est après dans le technique, c'est ce qu'on avait appelé l'hybridation ou les systèmes hybrides. Donc 2 exemples. Un exemple finalement en consommation de systèmes hybrides. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on pousse un système qui s'appelle la PAC hybride et la gaz. C'est-à-dire que pour se chauffer, plutôt que d'utiliser qu'une seule énergie, on va utiliser le meilleur de 2 énergies, une petite PAC électrique et une chaudière très haute performance énergétique. Et en fonction de la température, en fonction de la tension sur les réseaux, en fonction du prix, en fait, il y a un pilote automatique qui va venir choisir lequel des 2 appareils est le plus opportun de chauffer la maison à l'instant T. Voilà. Ça, c'est un exemple sur la consommation. Et sur la production, qui est un peu plus votre question, sur la production, on sait qu'on va développer des ENR, on va développer du coup des panneaux photovoltaïques, de l'éolien, donc plutôt des énergies qui ne sont pas pilotables en tout cas, et qui vont produire tout le temps. Ça va produire l'hiver, quand il y a une grosse demande d'énergie, mais ça va aussi produire l'été, peut-être à des moments où il y aura moins besoin d'énergie. Et donc en fait, ce surplus d'électricité, l'idée c'est de le transformer en gaz, c'est le power to gas. On va le transformer en gaz, on va le faire passer dans les tuyaux existants du transporteur, du distributeur, pour venir le stocker dans nos sous-sols, à Lussagné par exemple, pas loin d'ici. Donc on va stocker ce gaz, qui est fait avec de l'énergie renouvelable, qui est produit à partir d'énergie renouvelable. On va le stocker et on va le sortir en plein hiver, là où il y a vraiment de la demande en termes d'énergie. Vous avez parlé d'énergie renouvelable, d'énergie solaire, transition toute trouvée. Jean-Paul Riquet, Total Énergie porte 6 projets de centrales solaires et des ombrières sur des sites béarnais. Combien ça représente aujourd'hui et combien ça représente aussi pour demain, tous ces sites-là?
Alors, on a commencé par mettre des ombrières sur nos propres sites pour bien montrer qu'on croyait à la technologie. Donc, il y en a chez Sobeji, il y en a au CSTJF, vous savez ce que c'est maintenant. Il y a 6 centrales solaires, effectivement, qui sont sur le territoire, et c'est des centrales solaires qui sont aussi des exemples, comme on l'évoquait tout à l'heure, de valorisation de friches industrielles. Ces 6 centrales solaires, ça représente la consommation de 75 000 habitants. Et quand on accumule tous les projets que l'on a en portefeuille, alors que ce soit des centrales solaires au sol ou des centrales solaires en toiture, on pense qu'on va pouvoir doubler cette production d'énergie solaire assez rapidement. Et le projet qui peut être un peu emblématique, ça sera, et on l'espère qu'il va arriver assez vite, ça sera les ombrières sur le parking du stade du Hameau, donc la section paloise, qui est chère à notre cœur. Alors Serge Bourdonnave, l'heure est grave. C'est vous qui allez répondre à la question en associant toutes ces bonnes nouvelles. Est-ce que le Béarn peut viser l'autonomie énergétique, en tout cas sur son potentiel? Pour ça, il faut travailler collectivement. Donc, sur le parking du hameau, ça se fera avec la SEM ENR 64, je le précise. Concernant l'autonomie du Béarn sur les questions énergétiques, alors on a beaucoup parlé de gaz et je ne reprendrai pas les termes de Frédéric Soulier qui a évoqué la perspective en 2050. Je parlerai plutôt d'électricité en me cantonnant sur les chiffres globaux de consommation électrique. Alors plutôt sur le département, c'est pas évident de trouver des chiffres spécifiquement au Béarn. Allez, incluons les Basques, allez-y. Allons-y. Donc on est quand même sur une consommation d'électricité de 3,6 TWh dans le département environ. Et actuellement, avec l'injection d'énergie renouvelable, quelle qu'elle soit, sur le réseau de distribution électrique ou de transport d'électricité, on est globalement au tiers des besoins. C'est-à-dire qu'on injecte environ 1,2 TWh sur ces réseaux. Ça signifie qu'actuellement, clairement, on n'est pas du tout encore en autonomie de ce point de vue. La question étant de savoir si les consommations d'électricité augmenteront, si elles seront constantes à l'avenir. Alors, on a quelques idées là-dessus. Pour autant, il faut toujours le rappeler, la consommation d'électricité en France au cours des 20 dernières années, c'est 460 TWh, ça n'a pas augmenté. Donc on peut aussi se projeter vers l'avenir avec des chiffres peut-être modérés, d'autant que les dernières politiques publiques concernant l'électricité donnent quand même un gros coup de boost à l'électricité sur tous ses usages, alors que... si je parle à des techniciens, tout le monde conviendra pour dire que faire du chauffage avec de l'électricité, c'est loin d'être la panacée. Et c'est la raison pour laquelle aussi, je pense que le changement d'usage de l'électricité pour la concentrer sur les usages spécifiquement électriques est un choix qui doit être opéré. Sachant qu'on parle d'énergie renouvelable et on a souvent tendance à ne parler que des ENR électriques, alors qu'il faut aussi parler des énergies renouvelables thermiques. On devrait parler de géothermie, on devrait parler de solaire thermique, et pourquoi pas de bois énergie, puisque c'est une économie, certes, qui est très difficile à quantifier, parce qu'elle n'existe pas fiscalement, mais elle est quand même très importante. Les réseaux de chaleur bois commencent à se développer. C'est une énergie qui peut être utilisée... Il y en a dans la Glotpo, notamment. Il y a un réseau de chaleur dans la Glotpo qui... Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a des solutions alternatives aux énergies renouvelables électriques exclusivement. Ce qui veut dire que, comme l'a dit Frédéric Soulier, il faut tendre vers un mix énergétique de façon à pouvoir disposer d'une quantité d'énergie extrêmement variée et d'origine également extrêmement variée. Bon, ce que je retiens, c'est que c'est possible, l'autonomie, mais il va falloir faire beaucoup d'efforts et couper le robinet des Basques aussi. Comme ça, ce sera réglé. Il y a une question que je pense tout le monde connaît ici autour de la table, c'est que cette autonomie et ces installations industrielles, elles se heurtent à pas mal de limites. Et la première, c'est celle de l'acceptabilité, l'accessibilité aussi des fois. L'acceptabilité, vous la connaissez tous, les industriels, les élus. Patrice Laurent, je me tourne vers vous. Vous savez peut-être mieux que quiconque, en connaissant mieux la population que les industriels,
qu'aujourd'hui, on ne peut plus décider d'ouvrir un puits de gaz à Lac sans demander l'avis à la population. C'est terminé, ces histoires. Alors, le lien entre le territoire et l'industrie a été très fort avec la taxe professionnelle, puisque clairement, on en voyait des bénéfices, avec les gisements d'emplois créés à cette occasion, et la suppression de la taxe professionnelle, de la CVAE demain, rétrécit ce lien entre le citoyen et l'industrie. Ce qu'il faut, c'est rappeler ce que l'on fait et avoir du courage aussi parfois, aller contre l'opinion publique. Il faut aussi avoir le courage de cela parce que si on veut avancer, il faut ce courage-là. Quelques exemples. Quand on a annoncé la fabrication du Paxlovid de Pfizer sur notre territoire, les gens étaient contents et fiers de l'industrie. Quand L'Oréal dit je remets mes colorations capillaires à Mourinx, les gens sont contents et fiers de leur industrie. Ce qu'on fabrique ici, c'est la chimie de demain, les énergies de demain. On doit porter ça et être fier de ça. On peut se heurter à des réticences, à des questionnements de la population. Il faut savoir les écouter, il faut savoir les expliquer, mais il faut surtout savoir avancer. Qui dit acceptabilité dit aussi, et tout le temps même, dialogue. Jean-Paul Riquet, vous l'avez un peu mesuré avec BioBéarn, qui a connu quelques réticences. Comment on fait pour dialoguer? Comment ça se passe tout ça? C'est vrai que la question de l'acceptabilité, c'est une question qui est hyper importante pour toutes les énergies renouvelables. Parce que chacun appelle de ses voeux la transition énergétique, mais personne n'en veut dans son jardin. En gros, c'est ça. D'ailleurs, nos députés travaillent sur le projet de loi d'accélération des ENR, et là-dedans, il y a des sujets qui tournent autour du partage de la valeur. Mais on n'avait pas ces outils-là au moment de BioBéarn, et donc il y a un vrai sujet qui est la concertation. Alors, qui peut être plus simple dans un bassin comme le bassin de Lac, où il y a cette culture industrielle et il y a une certaine forme de maturité. Mais la concertation, c'est expliquer, rassurer, et ça se mesure ou ça se matérialise par des choses concrètes. Typiquement, un peu avant l'enquête publique, il y a eu une visio, parce qu'on est en plein Covid, c'était à mi-2020, avec les riverains pour expliquer le projet, les écouter, leur apporter des réponses. Il y a eu des échanges de courriers où il y a eu un dialogue qui a été instauré avec des questions et des réponses qui sont factuelles. Et puis aussi, un exemple très concret, c'était la visite d'un de nos sites qui s'appelle Biogasconia, qui est à Bénesse-Marennes dans les Landes. Ça, c'est une manière d'instaurer et de matérialiser le dialogue. On a parlé de la loi, peut-être qu'on peut poser cette question à Serge Bordenave. On parle de l'autonomie du Béarn, c'est notre grande question. Mais en vrai, le Béarn, il ne peut pas décider tout seul d'être autonome et de fermer les robinets vers le 65 et le 40. Alors, Monsieur Soulier, vous n'écouterez pas ce qu'on a dit. Comment ça se passe Est-ce que les territoires peuvent choisir d'autoconsommer l'énergie qui est produite sur leur territoire? Et est-ce que la loi l'autorise aujourd'hui? Alors, il y a des évolutions en cours, vous l'avez dit. Il y a un texte très important qui se discute actuellement à l'Assemblée nationale, qui a été d'ores et déjà voté par le Sénat et qui ouvre de nombreuses perspectives en la matière. Il est vrai que réinjecter de l'électricité photovoltaïque, par exemple, sur les réseaux, c'est une chose. L'autoconsommer en est une autre. Compte tenu des coûts de l'énergie actuels, on voit bien que la notion de consommation de proximité, avec une énergie qui, au même titre que les productions locales agricoles, pourraient être utilisées localement, est une réflexion qui est maintenant menée et des outils commencent à voir le jour. On a déjà parlé des PPA, les Power Purchase Agreements, qui permettent tout simplement de vendre de l'énergie produite localement à des consommateurs de proximité. C'est un dispositif qui va nécessairement se développer à un moment où le prix de l'énergie tel qu'on peut le connaître sur les marchés augmente de manière très significative. On peut imaginer qu'avec une production locale cadrée et avec un prix acceptable par tous, ce schéma qui consiste à disposer d'une énergie en circuit court local
sera un schéma qui se développera largement demain. Et alors là, ce sera mieux d'habiter en Béarn qu'ailleurs? Alors, pas nécessairement, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, et ça, je pense que c'est un point qui doit être intégré par tous. Il n'y aura pas de production locale, y compris en circuit court, sans utilisation des réseaux. Ouais. Et l'énergie qui circule dans les réseaux, eh bien, elle circule dans tous les réseaux qui sont interconnectés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite physique, évidemment, entre les secteurs ni les départements. Mais c'est aussi important que l'énergie circule dans les réseaux, parce qu'il faut savoir que lorsqu'un producteur injecte de l'énergie dans les réseaux, il paie un droit d'usage de ce réseau, et ce droit d'usage sert à entretenir les réseaux. Parce qu'on parle actuellement de coupure d'électricité, on se dit, là c'est simplement lié à la production. Mais on peut vous garantir que si il n'y avait pas un entretien du réseau de distribution électrique dans le département qui s'opère sous l'égide d'Enedis, qui comporte des élagages, des renouvellements de réseaux, il pourrait y avoir des coupures d'électricité pour bien d'autres raisons, notamment en raison des intempéries. Ça veut dire que le réseau, pour qu'il fonctionne, doit être entretenu. Et ce droit de passage que paient les producteurs d'énergie, il est important. Ça s'appelle tout simplement la péréquation nationale. Elle joue dans beaucoup de domaines et elle joue aussi dans celui de l'énergie. Et à un moment où on voit bien que, je l'ai déjà dit, la main invisible du marché n'a pas totalement agi, on a le sentiment que ces solutions-là sont des solutions qu'il faut investiguer. On y reviendra dans la prochaine table ronde également sur ce sujet. On approche de la conclusion de celle-ci, mais il reste un sujet très important à aborder, c'est celui des mobilités, également de l'énergie dans les mobilités. En bon romain. Exactement. La mobilité, Frédéric Soulier, je me tourne vers vous. Le gaz naturel pour les véhicules, on a un constat, il y a 0 station aujourd'hui dans le 64. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les perspectives de ce dossier? Il faut poser comme ça, vous pouvez que progresser. Hein. C'est ça, c'est un travail de ma feuille de route, voilà. Ouais, la mobilité, c'est un axe qui est fort, hein, du coup, pour le gaz vert, parce que du coup, dans les perspectives, notamment en 2050, ce qu'on imagine, c'est qu'un tiers du gaz, de ce gaz vert produit, il servira à la mobilité, en fait. Voilà. Donc, un tiers de ce gaz vert, c'est pas négligeable. Déjà aujourd'hui, hein, c'est bien compris en France. Hein, alors, on espère qu'arriver à imprégner ça dans le Béarn, mais en France, 2 tiers des bus déjà aujourd'hui roulent au GNV, bio-GNV. Voilà, 2 tiers des bus. Dans les Landes, il y a déjà 4 stations. Donc voilà, on travaille avec Territoire d'énergie, avec Terrega et les collectivités, hein, voilà, pour essayer de faire émerger 2-3 stations dans le Béarn, pour essayer de mailler ce territoire, qui est aussi un territoire de passage si on va jusqu'à la côte, entre l'Espagne et la remontée. Donc voilà, on espère, parce que rouler au bio-GNV quand même, en termes de décarbonation, c'est aujourd'hui la solution la plus mature. Et c'est quand même 80% de CO2 en moins, 95% de particules fines en moins. Et pour les livraisons en centre-ville, 50% de réduction du bruit. Donc allons-y. En tout cas, on sent que vous y croyez. Ah oui. Un petit peu la même question, toujours autour des mobilités. Serge Bordenave, concernant le maillage des stations électriques et gaz en Béarn, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce maillage-là? Alors, la mobilité électrique se développe puisqu'il existe un maillage de bornes donc sur le territoire, en Béarn et dans les Pyrénées-Atlantiques. Le territoire d'énergie en a développé un certain nombre. Des opérateurs privés le font également. Ce maillage électrique est imparfait actuellement. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'élaborer avec l'ensemble des partenaires, la communauté de communes de la Cortès en fait partie, un schéma directeur pour les infrastructures de recharge pour véhicules électriques, de façon à ce que ce maillage soit opérationnel, corresponde aux besoins des usagers. C'est avant tout ça qu'il faut cibler, mais également qu'il permette de faire ici aussi jouer le mix énergétique. Ça veut dire quoi? Que nous n'avons pas, de notre point de vue, à orienter la mobilité au transport lourd sur l'électricité. Et on peut se tourner vers les collectivités publiques également. Il est certain que des bennes à ordures électriques, ça peut être intéressant, mais des bennes à ordures bio-GNV également. Et on est ici sur le bassin de Lac. Il est toujours étonnant que dans ce département, y compris dans le Béarn, on regarde le gaz en se pinçant le nez, alors que c'est quand même, du point de vue économique, un secteur non négligeable pour le Béarn. Et donc, on maintient l'idée que l'usage du biogaz
biogaz bien entendu, même si dans un premier temps ce sera du gaz naturel Ouais. fossile, pour les déplacements, est une solution. Il faut quand même savoir que les transporteurs étrangers sont obligés de se recharger dans les Landes et en Espagne, faute de ne pouvoir le faire dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est dommage. À propos de carburant, Jean-Paul Riquet, moi je ne résiste pas. J'ai envie de vous poser cette question, qu'est-ce que c'est que ce carburant bizarre dans les bus de l'Aglo qui est expérimenté par Total Energy? Ça s'appelle HVO, c'est ça? C'est de l'huile végétale hydrotraitée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un diesel Voilà. C'est beau que qui je est fait comprends. à partir de graisse animale ou d'huile végétale, qui permet de décarboner, de limiter beaucoup les gaz à effet de serre. Il a un autre intérêt, ce HVO, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin d'investir dans du nouveau matériel, puisqu'il fonctionne sur les moteurs thermiques classiques. Et donc, Total Energy était le plus gros producteur de HVO en France. Donc, ça se fait à la raffinerie de la Med. Et donc, c'est une expérience qui, techniquement, était plutôt concluante. Et puis, qui permet finalement d'apporter des solutions aussi intéressantes et complémentaires au bio-GNV ou à d'autres solutions un peu plus futuristes comme l'hydrogène. Le tour d'horizon, on le sent bien, n'est pas tout à fait exhaustif. On va aller vers la conclusion de cette table ronde et la prochaine, finalement, on va être dans le droit fil de ce que nous disions. Mais Patrice Laurent, moi j'ai entendu beaucoup des interlocuteurs autour de vous dire d'une façon générale qu'il y avait des vrais choix stratégiques à faire, des choix politiques au sens presque noble du terme, d'ailleurs du mot politique. Vous avez l'impression que vous allez avoir la main également pour faire ces choix stratégiques à l'échelle du territoire dont chacun a rappelé tout à l'heure la pertinence pour l'indépendance, etc., où ça va se jouer à un tel autre niveau que finalement, oui, on peut parler de capacité, de moyens d'indépendance, de nouveaux équilibres, de mix, de solutions locales, mais est-ce qu'on va arriver à trouver le cadre qui va permettre finalement de les mettre en œuvre? Moi, je crois beaucoup au mix énergétique et pas que sur les consommations des particuliers ou les mobilités. Et en fait, ce qu'on fait sur le bassin de lac aujourd'hui, c'est un mix énergétique avec la production de photovoltaïque, avec la production de biogaz, avec de la production hydroélectrique aussi. On a un barrage à Batch de Béarn avec 20 MW de production d'électricité. Je crois que la solution, elle est là. Et le bassin de lac n'a pas vocation demain à s'orienter vers la production d'une seule énergie, mais de plein d'énergies, de toutes les énergies. Alors, j'ai cité celle-là, je n'ai pas cité... Vertex avec le biogaz, demain l'e-méthanol d'Élysée Énergie. Voilà, on a vraiment cette volonté, nous, de participer à ce mix énergétique qui sera, à mon sens, la solution. Il ne peut pas y en avoir qu'une. On n'a pas parlé d'hydrogène, mais c'en est une aussi sur laquelle nous travaillons. Mais cela dit, je repose la question différemment. On parle de souveraineté énergétique. Est-ce qu'il y aura une souveraineté de décision dans les choix énergétiques à l'échelle des territoires, selon vous? Pour moi, ça me semble fondamental. Je crois que la bonne échelle pour décider des productions d'énergie, elle est à l'échelle des intercos ou des agglos, évidemment sous le regard du conseil régional, de l'État, des acteurs aussi, évidemment. Mais je crois que c'est réellement la bonne échelle, l'interco, pour décider de ce que l'on veut faire sur nos territoires. Et d'ailleurs, ce sont les agglos et les intercos qui vont demain écrire l'urbanisme de nos territoires au travers des PLUI. Et c'est là qu'il faudra qu'on écrive les choses et on s'y attelle. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde. On va se positionner maintenant à horizon 2030 de façon plus globale sur les grands enjeux de la transition énergétique. Et la deuxième table ronde qui va démarrer dans quelques instants. Et pour celles et ceux qui la suivent évidemment en replay, il vous suffit de changer de fichier, de passer à un autre. Merci à Ambre, merci à Romain. Merci. Et le contenu des interviews de l'ensemble des partenaires présents ici même, des intervenants ici même, est à compléter évidemment par vos propos tenus dans le supplément
éco qui a été rappelé en tout début de cette émission. Nos prochains invités représenteront Campark, le fameux groupement d'intérêt public dont on a bien perçu l'importance sur le présent et le futur du bassin de Lac, Enedis, Terrega, mais également le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Nous les recevrons dans quelques petites minutes. Pour celles et ceux qui sont en salle, à tout de suite. Pour celles et ceux qui nous suivent donc en replay, à tout de suite également, ou quand vous le souhaitez. Allons-y.